Salut à tous, c'est Sully Perfect10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Money in the Bank 2021 qui s'est tenu la nuit dernière. Donc un show quand même un petit peu plus long que d'habitude. C'est ce que je me disais, hein, avec le retour du public, peut-être qu'on allait passer à des durées peut-être un petit peu plus traditionnelles. Alors pas forcément des shows très 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 longs, hein, mais, euh, mais peut-être un peu plus longs que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Et là, on a fait 3h20, quoi, hein. Donc là, on était au-delà des 3 heures, malgré une carte qui était quand même relativement légère. 7 matchs, hein, 6 matchs sur la carte principale, plus un match en kick-off. Et justement, ben, on va pas traîner, hein. On va parler tout de suite du kick-off. Et c'était quoi? Ouzos contre Mysterios pour les titres par équipe de SmackDown. Bah, c'était le seul match qui n'avait pas encore été annoncé lorsque je vous ai fait ma vidéo pronostic. Et c'était justement le match que je vous avais prédit comme très probable pour le pay-per-view. On avait pour l'instant 6 matchs à ce moment-là et on n'avait pas encore le septième, hein, qui était qui on le sentait venir, hein, on le sentait venir, notamment à cause aussi du 3v3 qui avait été prévu pour le retour du public à SmackDown. Donc bah, c'est ce qui est arrivé effectivement. La surprise par contre c'est de le voir relégué en kick-off. Bon, j'ai trouvé ça assez étrange. C'est un peu dommage. Ça aurait largement mérité une carte principale, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être aussi pour avoir au moins un match aussi impactant, hein, pour le premier match finalement de pay-per-view depuis le retour du public, excluant bien sûr WrestleMania, mais vraiment depuis le vrai retour du public. Peut-être commencer par un match un peu enlevé comme celui-ci, en tout cas sur le papier, un match enlevé. Donc en ce qui concerne le match, on a une entrée particulière quand même des Mysterio, hein, en mode cinématique, hein, qui m'a un peu surprise, qui m'a un peu surpris. J'ai cru même que Darby Allin avait réalisé ce clip, hein, au début. Et puis bon, bah, quand je l'ai vu jusqu'au bout, je me suis dit non, en fait, c'était pas Darby Allin, qui a un peu plus de talent que ça quand même. Et ça faisait quand même plus plutôt cheap et ringard, hein, quand même, ce côté un peu monde parallèle, un sliders monde parallèle. Les Men in Black au début, hein, et on passe de l'autre côté. Ouais, bon, c'est pas top, hein, le masque en 3D était pas beau non plus. Bon, bref. Puis cette espèce d'effet kaléidoscope là aussi, lors de leur entrée sur le stage. J'étais pas très très fan. Le match a duré 11 minutes 24. Donc un match au-delà des 10 minutes, c'est quand même pas si mal pour un match de kick-off. Mais en même temps, voilà, c'était le seul match. Et puis le retour donc du public. Donc je pense qu'ils ont donné quand même un petit peu plus de temps à ce match. Le finish, Jimmy Uso qui porte un roll-up sur Rey Mysterio avec, il faut le dire, l'aide de Jey Uso qui va appliquer aussi la pression, hein, en mettant ses pieds sur les fesses de Jimmy pour donc appliquer cette pression depuis l'éperon du ring, hein. Donc un finish qui protège, on va dire, Rey Mysterio, même si ça fait déjà 2 fois d'affilée, hein, finalement, que Rey Mysterio se fait prendre sur un roll-up, puisque lors du SmackDown de la semaine dernière, eh ben, il s'est passé la même chose, sauf que c'était Jey Uso qui avait fait le roll-up, hein, et là cette fois-ci c'était Jimmy. Et à SmackDown, bah, c'était Jimmy qui était intervenu juste avant pour donner un coup à Rey Mysterio. Donc il y a toujours une petite combinaison à deux, là, des petites tricheries, on va dire, de travail à deux derrière dans le dos de l'arbitre pour s'imposer. Voilà, donc c'est un peu dur pour Rey Mysterio quand même ce double roll-up, hein, du coup en deux matchs. Et concernant mon pronostic, bah, c'était, alors je vais vous le dire honnêtement, comme vous avez pu le constater dans ma vidéo prono, bah, c'était ce que j'avais dit, hein. J'avais donné la victoire des Usos, j'avais tenté ce risque pour voir le trio infernal Samoan paré d'or. Ça, c'est ce que j'avais dit. Mais lorsque je vous ai dit ça, je ne savais pas encore à l'époque bah, que non seulement ce match avait été relégué en kick-off, mais qu'en plus, à SmackDown, bah, Jey Uso justement avait aussi fait le pin sur Rey Mysterio, qui en général n'est jamais, enfin n'est pas toujours, on va dire, bon signe pour le pay-per-view, ce qui peut éventuellement laisser entendre bah, que les Mysterio vont conserver. Donc, à vrai dire, j'ai changé un peu d'avis et j'ai quand même finalement donné les Mysterio vainqueurs parce que voilà, kick-off, c'est plutôt rare qu'il y ait un changement de titre en kick-off. Donc, du coup, j'y croyais un peu moins à la victoire des Usos, même si je la voyais de toute façon arriver à un moment donné, hein, c'était prévu comme ça, hein, de toute façon c'était sûr qu'on allait le voir, mais du coup pour Money in the Bank j'étais moins sûr. Donc j'avoue que j'ai changé, donc on va dire que c'est un prono
qui était dans un premier temps réussi et puis finalement qui était un porno raté. Bon voilà, ça c'est pour être honnête. Euh, Maintenant, il y a aussi la conduite en état d'ivresse, hein, de Jimmy qui aussi pouvait éventuellement jouer dans le fait qu'il n'allait pas gagner les Usos. Donc c'était aussi un élément de doute. Mais donc on sait aussi qu'il y avait de gros plans, hein, qui étaient prévus pour les Usos, pour les build-up à venir. Donc ça explique sans doute cette victoire donc. Et que bah, Jimmy n'ait jamais été suspendu au final. Hein. Et puis bon, c'est que y a Reigns qui est pas loin, pour le protéger. Euh, et puis bon, bah, au final, on a donc bien ce trio Samoan paré d'or, hein, une image qu'on pouvait donc évidemment s'imaginer voir, mais voilà, comme je vous le disais, pas forcément dès hier soir. Le match en lui-même, bah, j'ai trouvé que c'était un assez bon match, hein, dans l'ensemble. J'ai trouvé le début peut-être un peu mollasson, hein, notamment lorsque bah, quand on a deux équipes comme ça, on peut se dire quand même on est en droit d'attendre un match un peu plus dynamique. Et notamment la partie lorsque les Usos dominent Dominique, hein, j'ai trouvé que c'était un peu mollasson. Euh, et mais lorsque Rey Mysterio a obtenu le hot tag, on a repris un bon rythme. C'est devenu davantage foufou comme ce que j'attendais et comme ce que je voulais. Lorsque bah, notamment là Mysterio porte un 619 sur Jey Uso, sauf que Jimmy à l'extérieur se sacrifie pour le prendre à la place de son frère, ce qui permettait en quelque sorte d'amortir le choc du 619 sur Jey, hein, parce que Jey Uso se le prend quand même un petit peu, mais moins fortement que si Jimmy n'était pas intervenu. Et du coup, ça permettait aussi donc de laisser une opportunité à Jey Uso de rester lucide pour porter un super kick justement à Rey Mysterio en plein vol et de lui porter un Uso Splash qui mais justement a réussi à me faire croire que le match se terminerait peut-être là-dessus. Donc un bon travail à ce niveau-là. La fin permet aussi donc de protéger Rey, comme je vous le disais. Hein, c'est malheureusement un énième roll-up, hein, que elle avait vu à Dorsa, et donc le deuxième consécutif pour Rey après SmackDown. Bon, bah, c'est de la hit, hein, mais ça permettra sans doute d'avoir encore un rematch, possiblement à SmackDown. J'aurais plutôt vu ce match, d'ailleurs ce rematch à SummerSlam initialement, mais bon, ça paraît maintenant assez loin pour voir ces deux équipes s'affronter à nouveau. Maintenant, bon, il y a encore Gable et Otis qui peuvent aussi monter en puissance. Les Street Profits, si Montez Ford revient de sa blessure, qui auront sans doute leur mot à dire. Et pourquoi pas aussi les Dirty Dogs, dans une moindre mesure quand même. La note du match, je lui ai donné un 3 étoiles. Donc c'est quand même très correct pour un match de kick-off. C'est du bon taf. C'est un match bien construit qui est allé crescendo pour une fin maligne mais frustrante, hein, pour les fans. Les Usos commencent à pas mal travailler d'ailleurs en heel, hein, depuis leur retour. Donc comme je vous le disais un peu tout à l'heure, avec quelques coups en douce à l'extérieur dans le dos de l'arbitre, hein, comme à SmackDown, comme on a pu le voir, et dans ce match également. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être être amené à voir de plus en plus chez les Usos. Donc la fin du match, hein, en soi est logique, hein, c'est de la hit, mais ça fait plutôt sens. À noter aussi quand même que il y aura un segment, hein, qu'on verra un peu plus tard dans la soirée, entre Reigns et les Usos, donc parés d'or tous les trois donc. Et il y a un passage que j'ai trouvé assez drôle, puisque à un moment donné, Reigns s'adresse à Jey Uso en disant que ouais, c'est grâce à lui, quoi, grâce à Reigns, hein, que Jey Uso en est là maintenant aujourd'hui, et ensuite il se tourne vers Jimmy et il lui dit en gros, bah, en ce qui te concerne, voilà, quant à toi, il dit rien et on entend le public, hein, qui rigole. Et donc moi j'ai eu l'impression que c'était quand même une petite allusion encore au problème, on va dire, extra catch de Jimmy Uso, hein, euh, par rapport au fait que voilà, bon, on pouvait se dire que c'est quand même un peu quand même en grande partie grâce à Reigns que Jimmy est encore là et qu'il n'a pas été suspendu, voire viré par la WWE, hein. À mon avis, c'est un peu quand même une référence à ça. Bref, allez, maintenant on va passer directement à la carte principale avec un opener que j'avais justement envisagé, à savoir le Money in the Bank féminin avec Asuka, Bliss, Nikki Ash, Naomi, Vega, Morgan et Natalia et Tamina, puisque effectivement, c'est vrai que dans ma vidéo pronostic, je ne le savais pas encore. Mais non, la huitième personne n'est pas une surprise, c'est pas une grosse surprise, c'est pas Sonya Deville, comme j'avais pu
le pronostiqué, même pas, non c'est pas une Becky ou une Sasha Banks, voire une fille de NXT. Bref, bah, ils ont annoncé tout simplement Tamina, alors, ça a été annoncé comme ça sur les réseaux sociaux quoi. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que dans ma vidéo prono, je disais, bah, ils ont choisi Tamina, mais du coup, ils ont choisi Natalia et pas Tamina. Du coup, je disais bon, ouais, c'est pas trop cool, c'est pas très cool pour Tamina, quoi. Et bon, bah finalement, ils ont mis les deux, quoi. Bon, écoutez, bon, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, bon, ça m'a pas trop perturbé par rapport au pronostic, hein, puisque la huitième personne aurait pu peut-être faire basculer les choses. Mais bon, finalement, mettre Tamina, ça n'aura pas changé grand-chose par rapport au prono. En tout cas, voilà, donc c'est un bon choix d'opener hein, que j'aurais donc donné. Je trouvais ça plutôt logique. À noter qu'Alexa Bliss est arrivé comme une fleur, hein, finalement, après sa téléportation du dernier Raw. Hein, on pouvait se demander où elle était passée. Bon, bah, elle est arrivée comme ça, rien de spécial. Elle restera quand même figée pendant un moment hein, en attendant l'arrivée des 7 autres participantes. Elle est restée piquée debout comme ça sur la corde. La durée du match est quand même assez correcte hein, pour Money in the Bank. On leur a laissé du temps. 15 minutes 46, donc c'est pas mal. Et le résultat, ben, c'est Nikki Ash qui s'impose en décrochant la mallette au nez et à la barbe, si je puis dire, de tout le monde. Hein, sauf Bliss qui était parti à l'extérieur et qui avait été enseveli par un amoncellement d'échelles hein, par toutes les participantes, mais sinon toutes les autres donc étaient sur 3 échelles en même temps, disposées côte à côte. C'était un peu une guerre là, en haute altitude, alors qu'elles essayaient toutes là, les filles, elles essayaient toutes de tendre le bras, mais on va dire de façon assez ridicule pour essayer de décrocher la mallette, hein, comme si elles avaient un petit bras. Elles n'essayaient pas de le tendre ou alors de monter encore d'un échelon pour au moins essayer de faire au moins donner l'impression qu'elles veulent vraiment la mallette quoi. Et c'était vraiment petit bras et derrière donc Nikki Cross ou Nikki Ash en a profité pour récupérer cette mallette donc mais voilà donc ce finish j'ai trouvé un peu ridicule et puis surtout ça fait passer tous les six filles en question pour des idiotes quoi lorsque Nikki leur passe devant. Voilà, j'ai trouvé un peu ouais pas terrible comme finish quoi. Et alors en ce qui concerne le pronostic, bah, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé avec le match précédent, avec le kick-off, puisque je m'étais trompé dans ma vidéo pronostic, hein, comme vous le savez, puisque j'avais mis Alexa Bliss comme gagnante, mais j'avoue que j'ai au final eu le bon prono, puisque j'ai changé d'avis dans la soirée d'hier, alors de façon assez facile j'ai envie de dire, hein, mais je me suis un peu laissé avoir, hein, c'est emporté par la tendance, puisque il y a eu un soudain mouvement de cote en faveur de Nikki Cross ou de Nikki Ash, puisque elle est soudainement passée en tête dans les cotes. Souvent quand il se passe ça, c'est souvent pas innocent quand ça arrive. Même si bon, on a eu un peu la même sensation, le même phénomène avec Seth Rollins pour le Royal Rumble qui était tout de suite, tout à coup passé favori dans la soirée, et puis bon, il n'a pas gagné Rollins, hein, on s'en souvient. Mais bon, c'est souvent quand même un signe non négligeable, et je me suis un peu laissé emporter par ça. Alors que Liv Morgan était, il faut le dire, favorite, et Alexa Bliss était plutôt en deuxième position, quoi. Mais c'est vrai que je vous avoue que sans cette soudaine montée en puissance de Nikki Cross ou de Nikki Ash dans la soirée, je serais plus parti je serais pas parti sur elle et j'aurais probablement maintenu mon prono envers Alexa Bliss, voire peut-être Liv Morgan qui était donc effectivement assez bien placée pendant pas mal de temps. En ce qui concerne le match, hein, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de spots assez ridicules, on va dire, comme les moments d'hypnose hein, d'Alexa Bliss, hein, qui était à prévoir, hein, je vous en avais parlé, c'était sûr et certain. Hein, notamment, il y en a eu un envers Zelina Vega, hein, de haut de l'échelle. Elle a levé le bras pour que Vega, du coup, redescende de l'échelle, pour qu'ensuite Bliss, hop, en profite pour remonter l'échelle. Et Vega était complètement possédé, on va dire. Mais voilà, et aussi au tout début de match, lorsque Alexa Bliss lève le bras aussi, hein, comme si elle avait alors qu'il n'y avait pas d'échelle qui était disposée, elle était toute seule au milieu du ring, et elle lève le bras en levant la tête, comme si elle avait le don de pouvoir, on va dire, faire tomber la mallette rien qu'en levant le bras, et sans céder de l'échelle, quoi. Bon, c'est un peu ridicule. Natalia et Tamina aussi qui dégagent Bliss hors du ring pour l'ensevelir sous des échelles, alors qu'elles avaient à ce moment-là le ring entier, hein, entièrement vide pour elles, pour aller s'expliquer entre les deux, hein, ce sont quand même deux partenaires d'équipe,
Donc elles peuvent au moins discuter entre elles, hein, s'associer. Euh, et euh, et Bliss, elle passe, Natalia, c'est Natalia, je crois, oui, qui passe Bliss à l'extérieur. Donc profitez-en. Le ring est vide. Voilà. Donc pourquoi pourquoi insister quoi. Et puis bon, ensevelir Alexa Bliss, c'est quand même la prendre pour une vraie menace. À l'instar du Rumble, hein, d'ailleurs, lorsque tout le monde s'était attaqué à elle, et que bah, finalement Rhea Ripley l'avait vite évacuée. Alors qu'en soi, bon, bah, c'est juste un petit bout de femme, hein, un petit bout de femme de rien du tout. Hein. Voilà, c'est pas Nia Jax, quoi. Hein, faut pas exagérer. Et puis bon, bah, si c'est l'hypnose qui leur fait peur, eh ben, ne la regardez pas, tout simplement. C'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et puis bon, les boules de feu semblent en plus avoir disparu hein, avec le retour du public, hein, donc on peut plus faire de cut ou de montage comme ça. Donc Bliss finalement, elle est rendue bien plus humaine, si je puis dire, depuis quelques temps. Elle fait déjà moins peur, j'ai envie de dire, dans ce qu'elle peut faire. Donc c'était pas non plus la menace à exclure au plus vite, quoi. Hein, faut pas exagérer. D'ailleurs, Bliss, ils l'ont pas exclu tout de suite. Hein. Le spot de l'ensevelissement, il est arrivé bien après dans le match. Hein. Donc voilà quoi. Donc le spot d'ensevelissement sous les échelles, en plus, a pas mal ralenti le rythme du match. Hein. C'est un peu cassé le match, le rythme. Seul Morgan, d'ailleurs, à ce moment-là, aurait eu au moins l'intelligence de constater ce flottement en tentant de grimper l'échelle. Hein, vu qu'aucune fille n'avait essayé de tenter sa chance, préférant s'y mettre à 12 hein, pour ensevelir une micro-puce comme Alexa Bliss, quoi. Hein, bref. Un match également quand même que j'ai trouvé beaucoup trop chorégraphié. Hein, on l'a trop senti, je trouve, trop mise en scène et notamment bah, quand on a vu les 6 filles là qui se sont battues en même temps là sur le ring pour petit à petit former un groupe un groupe assez uni pour ensuite permettre à Nikki Ash de faire son crossbody directement sur elle depuis une échelle. D'ailleurs, bon, le crossbody était pas beau du tout et en plus même dangereux puisque il y a une prise d'appui sur son pied gauche, je crois, qui s'est un peu dérobé et du coup ça fait pousser l'échelle vers l'arrière. Elle aurait pu se faire très mal Nikki Ash, hein, donc j'ai vraiment eu peur. Donc le spot non seulement était très chorégraphié, mais en plus il n'était pas très bien, il n'était pas très réussi quoi. Beaucoup de filles qui font en plus dodo pendant 10 minutes à l'extérieur avant de revenir plus tard, hein, c'est souvent le même problème hein, avec les Money in the Bank ladder match, hein, c'est souvent comme ça. Ça rend donc l'ensemble assez incohérent, pas très réaliste pour un sou quoi. Voilà. Et on peut dire aussi qu'on a voulu donner du spotlight un peu à tout le monde, mais de manière, je dirais assez inégale. Liv Morgan a une très belle exposition. Alexa Bliss, de par son personnage, on va dire, on l'a plutôt pas mal vu aussi. Et Natalia aussi, bizarrement, c'était un peu plus bizarre. Natalia, je l'ai trouvé quand même ouais, pas mal mise en valeur et pas mal montrée en tout cas. Contrairement à, on va dire, un quatuor Asuka, Naomi, Tamina et Zelina Vega que j'ai trouvé un peu plus discrète et même on pourrait me rajouter Nikki en personne, la grande gagnante qui même elle m'a paru relativement éteinte dans l'ensemble hein, du match. Donc c'était pas forcément très égal en termes de partage de temps, partage de présence sur le ring. Natalia et Tamina en plus, bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, elles avaient l'avantage de participer en tant qu'équipe à ce match. C'était la seule équipe de ce match, hein, puisque bon, on compte pas Bliss et Cross, hein, parce que c'est plus une équipe, et puis bon, voilà, c'est complètement maintenant de l'eau à couler sous les ponts, ce ne sont plus du tout les mêmes personnages là, et donc on peut pas compter ça comme une équipe, mais la seule véritable équipe, c'était Tamina et Natalia. Alors pourquoi ne pas essayer de capitaliser là-dessus, ne pas combiner, travailler à deux, pour essayer de détruire tout le monde à deux contre une, pour bah, avoir un avantage avant de s'expliquer entre elles, quoi. On n'a pas vu ça, quoi. Il y a juste les deux qui ont collaboré qui ont commencé à initier l'ensevelissement de Bliss, mais il n'y a rien eu derrière, quoi. Elles n'ont pas essayé je vous disais, de combiner sur les autres, quoi, d'attaquer les autres filles, quoi. C'est un peu dommage. Et oui, bon, bah, ça reste toujours aussi compliqué de nous proposer un bon Money in the Bank ladder match féminin. Hein. Je crois que j'en ai jamais apprécié hein, aucun depuis que ce type de match existe chez les femmes. Du coup, ma note est pas terrible. J'ai donné un 2,75. C'est assez moyen dans l'ensemble. Et les prises de risque m'ont semblé assez limitées au final. Hein, pour un Money in the Bank ladder match, quoi. Il y a eu 2-3 spots, mais j'ai trouvé ça très light en termes de prise de risque. On était plus finalement dans de la mise en scène, dans de la chorégraphie,
que dans un vrai combat de catch à plusieurs, quoi. Et un manque de star power aussi criant, il faut le dire, qui n'aide pas non plus, hein, contrairement au Money in the Bank ladder match masculin dont on parlera tout à l'heure, où là, pour le coup, la prise de risque, les prises de risque étaient beaucoup plus importantes. Allez, on va passer tout de suite au match suivant. AJ Styles et Omos contre les Viking Raiders, donc pour les titres par équipe d'Euro. Le match a duré quand même 12 minutes 57, donc pratiquement 13 minutes. J'ai trouvé ça déjà trop long, bien trop long en termes de durée. Et le finish, double end shock slam d'Omos sur Eric, qui retombe de très haut, durement sur le sol, et le pin tranquille d'Omos. Pas de surprise, donc c'était mon pronostic, et c'était même le finish que j'avais évoqué dans ma vidéo aussi, pronostic. Pas trop de surprise à ce niveau-là. Et je voyais d'ailleurs aussi plus Eric prendre le pin plutôt qu'Ivar, qui est quand même plus le big man, hein, donc, de l'équipe. Donc je suis pas surpris par non plus la personne qui a pris le pin. À l'image de WrestleMania, on a quand même cette impression bizarre d'avoir un peu AJ Styles et Omos en position plus ou moins de babyface, alors que bon, les Viking Raiders avaient justement plus la position plus ou moins de heel, ce qui se voyait d'ailleurs également dans la position des équipes, hein, sur le ring, hein, puisque on avait les Viking Raiders qui tournaient le dos à la caméra, comme tout heel qui se respecte, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs, on avait eu la même chose avec les New Day à WrestleMania, hein, c'était les mêmes positionnements, et j'avais trouvé ça aussi, c'était aussi un peu bizarre, quoi. Finalement, on peut refaire un peu les mêmes remarques que pour WrestleMania. Et en plus, on a même eu quelques chants AJ Styles au début du match, hein, donc quand même un AJ Styles assez soutenu, et pas de soutien particulièrement affiché ou audible envers les Viking Raiders, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que il y avait pratiquement un switch heel face, quoi, finalement. J'ai bien aimé quand même le passage où Omos se projette AJ Styles à l'extérieur, suivi d'un Rana d'AJ Styles sur Eric, hein, contre les barricades à l'extérieur. C'était vraiment le meilleur spot du match, hein, assurément. Le running knees aussi d'Eric sur AJ est aussi à signaler. C'était assez impactant. Omos est bien sûr assez green, hein, dans un ring, ça se voit. Il s'en tient à ses moves de big man et élémentaire, hein, un peu comme Otis à SmackDown, hein, aussi, qui fait un peu la même chose. Il a montré quand même sa force, Omos, notamment en soulevant Ivar assez facilement à quelques reprises. Le pin d'Ivar, hein, suite au Viking Experience, est quelque peu laborieux. Il a pris un peu son temps pour faire le pin. Du coup, bon, je me suis douté alors que Omos permettrait de briser le pin, hein, ce qu'il a d'ailleurs fait en poussant Eric sur Ivar. J'ai trouvé le match quand même, donc comme je disais tout à l'heure, bien trop long pour ce qu'il devait proposer, à savoir un match qui doit servir de pause fraîcheur après un match haut en couleur, hein, enfin en tout cas qui est censé être haut en couleur comme le Money in the Bank qu'on a pu voir juste avant. Donc en soi, c'est pas un mauvais match, mais j'aurais laissé ce match plutôt à raw, très franchement, d'autant que niveau suspense, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il n'y en avait pas grand chose à espérer des Viking Raiders, bien qu'on les ait plutôt bien traités, je trouve, dans ce match. Omos est logiquement booké très fort et imprenable au vu de sa stature, et c'est donc aussi normal qu'il achève le match lui-même. De toute façon, le jour où l'équipe perdra les ceintures, ce sera probablement AJ Styles qui prendra le pin, hein, il faut le dire. La note du match, j'ai pas donné beaucoup, j'ai donné la même note que le match précédent, 2,75. C'est pas oufissime, et j'oublierai très vite ce match. Voilà, j'aurais pu me contenter de ce match à Raw. Maintenant, j'attends maintenant par la suite les RK Bro pour affronter AJ Styles et Omos à SummerSlam. Il y a quand même pas beaucoup d'autres choix possibles de toute façon. Ça devrait aussi permettre au public d'être davantage investi aussi que dans ce match où le public n'était pas vraiment à fond, hein, il faut le dire. Mais le post-match montre quand même qu'AJ Styles et Omos semblent plutôt plaire au public, hein. On l'a pu le constater. L'accueil est quand même chaleureux pour eux, bien qu'il soit donc plus normalement heel, quoi. Donc c'était assez étrange. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire, c'était correct, mais rien de ouf pour ce match. Allez, match suivant. Kofi Kingston contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Le match n'aura pas duré très longtemps, hein, 7 minutes 37. Hein, voilà, au moins, hein, ça n'aura pas traîné. Et bien évidemment, pas de surprise. Victoire de Bobby Lashley grâce à un Hurtlock sur Kofi Kingston. Consécutif quand même à 3 Dominators de Lashley.
qu'il porte vers l'avant, hein. C'est pas non plus le Dominator traditionnel où la victime se crache sur le côté. Là, c'est vers l'avant. Et donc il l'a fait 3 fois de suite quand même, donc il l'a vraiment purement et simplement démonté. C'est un pur squash allongé, si on peut dire, ni plus ni moins quoi. Un squash allongé. Donc pas de surprise, bien sûr, quant au pronostic par rapport au résultat. Et donc dans ma vidéo prono, bah, justement, j'évoquais la possibilité d'un squash d'ailleurs, mais je voyais quand même un match plus long que ça, et j'ai eu raison. Je ne pensais quand même pas que ce serait autant à sens unique que ça. Kofi n'aura juste pas existé hein, dans ce match, hein, il n'aura pas vu le jour. Lashley avait dit d'ailleurs à Raw, hein, il a dit ce qu'il allait faire à Money in the Bank. Et bien, au Money in the Bank, il a fait ce qu'il a dit, quoi. Voilà, tout simplement. Il a tenu promesse et Kofi s'est fait défoncer, quoi. Donc j'aurais quand même bien aimé voir Kofi avoir une réaction à un moment donné, quand même, pour faire réagir la foule, que la foule s'investisse encore plus envers Kofi, un peu à l'image du Lesnar, Bryan, de Survivor Series de 2018. Vous voyez, Bryan se fait défoncer, puis à un moment donné, il y a un comeback, et là, le public devient fou. Et il arrive même à croire à une surprise. Voilà, mais c'est ça que j'aurais aimé voir. Mais ça n'a pas été l'histoire racontée, hein, parce qu'on reste, je pense, sur la promo d'Euro, qui ne laissait pas la place à dire au moindre doute. Mais à la fin du match, je me suis quand même dit, tout ça pour ça, quoi. Tout ce build-up d'un mois pour un squash allongé. Franchement. Et à l'image du tag match d'Euro juste avant, bah, je me serais largement contenté de ce match à Raw, hein, franchement. Hein. Et dans ma vidéo pronostic, j'évoquais un post-match qui pouvait justement être intéressant entre MVP et Lashley. Hein, vu les débuts de tension montrés lors du dernier Raw, et ben à ma grande surprise, on n'a absolument vendu aucune tension entre Lashley et MVP là. Tout allait bien. Tout est bien qui finit bien, on retourne à la case départ, il s'est rien passé lors du dernier Raw. C'était pourtant teasé, et là, rien du tout. Tout allait bien entre MVP et Lashley. Du coup, si c'est pour faire ça, je me suis demandé à quoi bon nous raconter toute cette histoire de Lashley qui se laisse aller à la fête, aux femmes, au champagne, et qui en oublie l'essentiel, quoi, à savoir son rôle de destructeur, quoi, de Almighty. Tout ça pour revenir à la case départ. Bah oui, donc finalement ça n'a pas servi à grand chose. Ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe actuellement, si vous suivez un peu Impact, autour de la storyline, autour de Rachel Ellering et de Jordynne Grace, où on a l'impression qu'on attend un heel turn entre les deux copines, sauf que ça n'arrive jamais. On a cru que ça allait se faire, et puis finalement elles sont revenues ensemble, comme si de rien n'était, et puis c'est revenu comme avant. Donc tout ça pour ça, quoi. Donc c'est un peu pareil, quoi. J'ai trouvé la tension teasée, et on nous tease quelque chose, et puis bon, finalement on revient en équipe, enfin on revient comme, oui, en équipe concernant les deux filles, mais pour Lashley on revient avec MVP sans problème, quoi. Donc autant ne pas nous raconter cette histoire, et continuer de builder un Lashley fort et imprenable durant tout le build-up de Money in the Bank. C'était pas la peine de nous faire tout ça, quoi, on a perdu du temps. C'était vraiment... il y avait rien, il y avait pas besoin de se prendre la tête, quoi. Donc du coup ici on imagine que Lashley est rebuildé fort en prévision de son futur adversaire de SummerSlam, qui pourrait bien être Goldberg, hein, on en parle de plus en plus, Lesnar dans une moindre mesure, voire John Cena, hein, on en parlera tout à l'heure. Attendons tout de même Monday Night Raw, hein, ce soir, puisque d'ici à ce que la tension ressurgisse entre MVP et Lashley, mais ça me semble pas en prendre le chemin, donc ça m'étonnerait. En ce qui concerne la note, hein, l'évaluation du match, c'est pas simple de donner une note, puisque vu ce genre de configuration de match à sens unique, c'est pas évident. Mais au moins on va dire que c'est un match qui a le mérite d'être logique par rapport donc à ce que Lashley avait dit dans sa promo du dernier Raw. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir ce match en pay-per-view? Je n'en suis pas si sûr. Je vais donc donner simplement 2 étoiles à ce match. C'est déjà bien assez. Je ne peux pas donner plus. C'est un match court à sens unique. Voilà, c'est tout. Ça rend bien fort Lashley, ça c'est sûr. Ça lui redonne un gros momentum de Almighty comme il était. Ça c'est bien, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas de pass-match intéressant, quoi. Rien, donc, comme je vous disais. On n'a même pas vu Xavier Woods, d'ailleurs. Il était en coulisses, mais on l'a même pas vu se montrer.
pas de hurtlock appliqué avec même pendant le post-match, pendant que la cloche sonne, une hurtlock portée pendant très longtemps, comme je vous avais éventuellement dit dans ma vidéo prono. Il y avait peut-être ce scénario qui aurait pu être sympa, avec un MVP qui dit arrête, arrête, arrête. Non, 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 mais rien, rien, rien. Pas du tout. Bref, c'était assez étrange. Donc voilà, bon, un match qui n'était pas vraiment très captivant, on va dire. Allez, on va passer au match suivant. Charlotte Flair, qui défend son titre féminin d'Euro contre Rhea Ripley. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est quand même que, étant donné que durant tout le build-up de ce match, les alignements heel-face n'étaient pas forcément toujours très clairs entre les deux femmes, j'ai quand même été content de voir que dès l'entrée de Rhea Ripley, bah, elle est arrivée, elle tapait dans les mains du public là, et je l'ai même vu caresser vite fait la tête d'un gamin, donc au moins ça confirmait le fait que Ripley était définitivement bien la babyface dans l'histoire. Au moins ça permettait d'avoir ça, donc c'est quand même bien de voir cette entrée de Ripley par rapport à ça. À noter aussi que Ripley ne boitait pas en arrivant, elle vendait pas une éventuelle blessure à la jambe au vu de ce qui s'était passé lors du dernier Raw lorsque Charlotte avait attaqué sa jambe. Ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait pu voir, mais elle est arrivée sans problème manifeste à la jambe. Le match était quand même assez long, hein, 16 minutes 49, on leur a laissé pas mal de temps, et le résultat, victoire de Charlotte Flair sur un figure 8. Ripley va essayer de tenir, mais mais finalement elle va abandonner. Exactement d'ailleurs le même finish qu'à WrestleMania 36 entre les deux femmes, donc c'est à signaler. Donc un petit rappel peut-être de ce qui s'était passé. Le figure 8 et Rhea qui tape. Par rapport à mon prono, comme vous pouvez le constater, j'avais eu bon. Hein, c'est bien ce que j'avais donné. J'avais donné la victoire de Charlotte Flair, j'avais pris ce petit risque, mais j'avais quand même, j'avoue que j'avais pas mal hésité. Mais voilà, bon je me disais que pour le retour du public, je me disais que c'était le moment de donner le titre à la Queen Charlotte, hein, ça y est, et que le règne de Rhea était déjà suffisamment long, déjà que elle était normalement pas prévue pour avoir déjà son match à Mania, elle était là vraiment en plan C comme je disais, et que c'était déjà bien pour elle d'avoir la ceinture, d'avoir eu ce règne. Évidemment rien n'est fini pour elle, hein. C'est déjà très bien pour elle. Et je pense que là, on va passer à la phase suivante, c'est-à-dire SummerSlam. Et qui dit SummerSlam dit Star Power. Donc je pense que Charlotte championne pour SummerSlam, c'était beaucoup plus envisageable. Et c'est aussi pour ça que j'avais pronostiqué la victoire de Charlotte. C'est aussi drôle de voir quand même qu'en début de match, on a un écran noir. Alors effectivement, on a vu une Flair, puisque effectivement le public était assez taquin et a tout de suite dit we want Becky, we want Becky. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers le public, hein, elle nous tournait le dos et elle a fait un espèce de petit stacket là, un peu comme la DX. Et puis ensuite, elle a distribué des dos d'honneur envers le public. Et bon, du coup, à un moment donné, l'image est devenue toute noire. Mais bon, voilà, moi ça m'a pas gêné. Voilà, elle fait la heal, voilà, elle fait une réaction comme ça de heal, ça m'a pas gêné outre mesure. Un match en tout cas vraiment étonnant, hein, puisque justement il ne démarrait pas sous les meilleurs auspices avec justement ces chants We Want Becky qui ont vite résonné, mais là où les deux lutteuses ont fait fort, quand même il faut le dire, c'est qu'elles ont réussi à retourner le public en leur faveur pour finalement avoir des chants VC Awesome. Donc qu'on aura eu plus tard dans le match, et ça c'est quand même une vraie belle performance. C'est jamais facile pour deux catcheurs ou deux catcheuses de réussir à retourner un public en sa faveur lorsque les choses ne vont pas forcément dans le bon sens au départ, quoi. Et on a vraiment une vraie bagarre, hein, entre deux bagarreuses justement, donc deux filles hargneuses qui voulaient en découdre, et les deux se prévalant d'être la baddest bitch on the planet, hein, en l'absence de Ronda Rousey, hein, on peut dire ça comme ça. Il y a eu de très jolis spots, hein, comme le Riptide, la tentative en tout cas de Riptide de Ripley contrée en DDT par Flair, le moonsault de Flair à l'extérieur du ring, sa spéciale, le natural selection de Flair depuis la troisième corde, ou bien une German suplex aussi qui était très sauvage, portée par Rhea Ripley. Donc il y a eu aussi un spot qui était un peu laborieux, où Ripley a tenté un numéro de force pour soulever Flair et lui porter une souplesse, mais il faudra quand même saluer l'aide de Flair pour bien aider Ripley à s'exécuter et à finir cette prise, cette souplesse, hein, notamment on voyait Flair qui appuyait sa main là contre Ripley pour produire un effet levier, l'effet de levier nécessaire pour réussir la souplesse. J'ai quand même été surpris de ne pas voir Charlotte Flair entreprendre
hein, son travail à la jambe de Ripley assez tôt dans le match, vu le travail qu'elle avait justement amorcé à Raw, hein, lorsqu'elle avait attaqué la jambe gauche de Ripley et qu'elle avait porté un figure 4 à l'extérieur du ring. Je pensais que ce qu'elle avait justement entrepris à la fin de Raw était uniquement le début de ce qu'elle allait faire ensuite à Money in the Bank, où elle allait capitaliser en attaquant tout de suite un peu la jambe de Ripley. Et bon, là, elle l'aura fait, mais bien plus tard dans le match, hein, même à la dernière minute, hein, puisque c'est à la toute dernière minute que qu'on la voit à l'extérieur taper du pied contre les escaliers, hein, après avoir bloqué la jambe de gauche justement de Ripley. Donc contre les escaliers là, elle porte plusieurs coups sur les escaliers et puis elle l'enchaîne avec le figure 8 final, duquel Ripley n'arrivera à nouveau pas à se dégager comme à WrestleMania 36. C'est un peu dommage donc pour Ripley, donc dont le run de championne se termine, mais comme je le disais dans ma vidéo prono, c'était déjà très bien pour elle. Voilà, et bon, elle n'aurait pas dû gagner le titre à la base, donc j'espère juste qu'elle ne tombera pas dans l'oubli par la suite, hein. Ce serait quand même un énorme gâchis, surtout après le match qu'elle vient de fournir. Probablement son meilleur dans le main roster d'ailleurs, hein. Probablement, j'ai même pas de doute là-dessus, parce que bon, le match de WrestleMania 36, elle n'était pas encore dans le main roster, hein. Elle était à NXT à ce moment-là. Un match qu'on peut même mettre comme candidat, je dirais, au top 10 hein, des matchs of the year, à la VVE, hein, sans aucun doute. Hein. Il sera bien placé, je pense, dans les palmarès ce match. Et je lui ai carrément donné un 4 étoiles. Un 4 étoiles, ça les vaut amplement. Je ne peux que leur dire bravo, hein, en dépit d'un build-up quand même quelque peu défaillant, hein, qui n'était pas toujours réussi. J'ai même préféré ce match à celui de WrestleMania 36, hein, justement, qui était pourtant très bon, hein, à mon sens. Mais on voit quand même... un peu plus qu'en un peu plus d'un an, Ripley a progressé et a gagné un peu en assurance, hein, on l'a vu. Puis bon, l'an dernier, elle n'était encore qu'à NXT, le main roster étant un tout autre univers auquel il faut du temps pour s'y adapter, quoi. Hein. Pas de cash-in hein, à noter, hein, parce que justement l'avantage de faire le Money in the Bank en opener, ça permettait justement, quoi qu'il arrivait, d'avoir un potentiel cash-in lors du match. Et à noter aussi pas de Becky Lynch, hein, on aurait pu penser à elle pour un post-match, pour un face-off avec Charlotte par exemple. Bon évidemment elle avait tweeté dans la soirée, puisqu'elle était postée, elle était sur place, hein, elle montrait qu'elle était là. Elle avait plus teasé le fait qu'elle pourrait remplacer éventuellement quelqu'un si éventuellement il y avait une fille qui était inapte pour le Money in the Bank ladder match. Voilà, elle pouvait tout à fait la remplacer. Bon, c'est encore un coup de troll de sa part, hein, elle adore faire ça. Mais elle était présente, mais seulement en coulisses, donc il faudra rester patiente pour Becky, peut-être pour l'Euro de ce soir, on verra bien. Mais évidemment, pour la suite, bah oui, le flair Becky semble être la solution la plus plausible en termes de star power. On pourra difficilement faire mieux, et en l'absence en plus de Wanda aussi, hein, il faut le dire. En tout cas, on peut dire qu'avec une championne heel comme Flair et une Miss Money in the Bank comme Nikki Ash, bah ça sera sans doute plus facile de booker les choses par la suite. Voilà, c'est un peu plus facile en termes d'alignement. En tout cas, si Nikki vise bien le titre d'Euro, hein, parce qu'elle peut choisir aussi SmackDown, voire NXT, mais bon, on va dire qu'elle va choisir celui d'Euro. Mais en tout cas, voilà, on a un alignement qui permettra de faciliter les choses en termes de booking. Voilà, bon, on va passer maintenant au match suivant, le Money in the Bank ladder match masculin. Et donc ce n'est pas le main event, hein, finalement, j'avais hésité avec le Edge Reigns. C'était donc en balance entre les deux, et ça aura au moins l'avantage de laisser la possibilité d'un cash-in durant le main event, hein. C'est l'avantage, donc exactement le même principe que pour les filles. Le match aurait duré aussi assez longtemps, 18 minutes 04. On leur a laissé aussi pas mal de temps pour s'exprimer. Et le résultat, victoire de Big E suite à un big ending porté sur Seth Rollins depuis l'échelle. Donc un gros big ending. Et donc par rapport à mon prono, c'était le bon pronostic. Je suis quand même content du résultat. Big E était d'ailleurs aussi le favori des bookmakers, hein, il faut le dire. Donc ils auront fait carton plein d'ailleurs au niveau des pronostics, enfin des cotes. Hein, les deux Money in the Bank winners auront bien été les bons. Très belle pop hein, pour Big E lors de sa victoire d'ailleurs, c'est plutôt mérité. Comme je vous le disais hein, dans ma vidéo prono, on sent quand même que Big E plaît en interne, notamment auprès de Vince, et qu'il n'était plus très loin, on va dire, de l'upcard. Et puis bon, c'est pas de sa faute hein, si
Alistair Black est parti et du coup ça a annulé toute son histoire avec lui. Et du coup, il était revenu un petit peu en, pas en plan, il était revenu un peu auprès d'Apollo Crews, on savait plus trop quoi faire là. Donc autant en profiter pour le faire monter quoi. Hein. De toute façon, la mid-card, c'est bon quoi. Il avait un peu tout fait. Et puis d'ailleurs, qui sait si Biggie aurait gagné, voire participé à ce Money in the Bank ladder match, s'il avait pu mener à bien sa feud avec Alistair Black hein, d'ailleurs. Hein. Puisqu'on aura peut-être qu'au Money in the Bank, on aura eu un match entre les deux, entre Black et Biggie. Hein, on sait jamais. Et puis bon, bah avec, en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'avec Biggie, Mr. Money in the Bank, tu peux facilement aller vers Reigns comme aller vers Lashley. Hein, d'autant plus qu'après ce que Lashley a fait à son pote Kofi, bien sûr que ça se raconte facilement. Et on a vu aussi à SmackDown un teasing aussi entre Eman et Biggie, hein, des petites interactions. Hein, peut-être que c'était pas non plus le fruit du hasard. Bref, tout reste jouable pour Biggie. C'est ça qui est quand même positif dans le choix du vainqueur. Il peut aller un peu des deux côtés et c'est un choix qui est beaucoup plus cohérent, je trouve, entre quelqu'un qui mérite et quelqu'un qui n'a pas eu forcément, on va dire, à part en division tag team, qui n'a pas eu non plus beaucoup l'occasion d'aller plus haut que ça. Voilà, un petit règne intercontinental mais qui est vieux et qui est un peu oubliable, on va dire. Donc c'est le moment de vraiment de monter et de faire, donner un peu de spotlight à quelqu'un d'autre, à un autre visage, quoi. Voilà, pas forcément toujours ceux qu'on a pu voir dans le passé, quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est pas Otis, donc c'est un choix, je trouve, qui est un peu plus cohérent. Et on sent qu'il peut y avoir vraiment des choses à faire vraiment avec Biggie. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi comme l'année dernière. En ce qui concerne l'évaluation du match, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. J'ai pas peur de le dire. C'est même quasiment le match parfait. Hein. Il pouvait difficilement faire mieux. Le public en plus était à fond dedans. On a eu de gros bumps, notamment pris par Owens. Hein. De gros spots avec Morrison et Ricochet hein, pour apporter une touche spectaculaire, hein, s'ils étaient là pour ça. Une alliance aussi improbable que durable aussi entre Morrison et Rollins, hein, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, hein, d'autant que les deux ne sont pas du tout dans la même brande. Ça aura duré, les deux auront collaboré pendant un bon moment dans le match. Et d'habitude, dans ce genre de match, souvent il y a des alliances de circonstances, hein, c'est normal, mais qui ne durent pas si longtemps que ça, quoi. Là, c'était vraiment long. Bon, Rollins, hein, quand même, au final, il aura quand même un peu trahi Morrison en lui donnant un coup d'échelle, hein, quand même. Faut pas déconner, hein. C'est Rollins. Un Riddle aussi qui nous aura donné l'impression qu'Orton était quand même présent, hein, en portant 3 RKO et en tapant des points sur le sol, hein, à la manière d'Orton. Orton qui aura toujours brillé par son absence d'ailleurs, si j'ai trouvé ça bizarre, hein, ça commence à faire long, donc peut-être qu'on va le voir de retour à Raw là, parce que j'aurais bien vu Orton justement aider Riddle en le portant sur ses épaules par rapport à son pied blessé. Bon, mais justement Riddle n'avait plus de bandage au pied, j'ai constaté, il ne vendait donc plus sa blessure, bizarrement, alors que à Raw c'était encore le cas. Bon, pourquoi pas. Owens hein, qui s'est pris un énorme bump hein, sur l'échelle, une échelle qui était placée entre la table des commentateurs et le ring, hein, suite à une énorme powerbomb de Rollins. Donc ça c'était très spectaculaire, le public a fait holy shit, holy shit. Ricochet qui a voltigé comme jamais. Drew qui a porté, Drew McIntyre qui a porté un double Claymore sur Riddle et Nakamura à la fois, et un également sur Rollins, hein, avec un joli 3, 2, 1 qui était très très bien suivi par le public, ça fait plaisir, pour au final avoir un spot évidemment que je vous avais prédit dans ma vidéo prono et qui est complètement logique, à savoir l'intervention de Jinder Mahal et de ses acolytes, hein, Shanky et Veer, pour attaquer Drew et l'évacuer ensuite du match, hein, avec plusieurs coups de chaise sur Drew. C'était prévisible donc et logique à la fois après ce que Drew a fait à la moto de Mahal, hein, qui était détruite à Raw. Ça aurait même été l'inverse qui n'aurait pas eu de sens, c'est-à-dire la non-intervention de Mahal et de ses acolytes qui aurait été illogique, hein, parce que quand on attaque ta moto, a priori tu vas pas rester les bras croisés, hein, surtout que Mahal avait justement déjà affiché aussi sa frustration de ne pas être au moins dans un match de qualif pour Money in the Bank, et justement que Drew ait 9000 opportunités à chaque fois, quoi. Et qu'en plus il les foire toutes à chaque fois. C'est un peu ce qu'avait dit Mahal en promo il y a quelques temps, et qu'il avait un peu teasé justement le fait de prendre la place de quelqu'un au Money in the Bank, hein. Il l'avait aussi un peu teasé. Donc on sentait qu'il allait y avoir quelque chose entre Mahal et Drew. Donc c'est de la hit, hein, certes, mais c'est logique. Donc on va avoir probablement un Jinder Mahal contre Drew McIntyre pour SummerSlam.
Bon, ils étaient déjà un petit peu affrontés à Raw, donc c'est un peu bizarre d'avoir fait le match d'ailleurs avant le build-up hein, finalement. Bref, bon, c'est pas, si c'est pour SummerSlam, ce sera pas non plus l'affiche la plus enthousiasmante, hein, la plus attendue hein, de la soirée. Pas de mise, hein, présent aussi avec Morrison, hein, il est juste arrivé au début et il est reparti avant le match, mais quand même les jets d'eau furent de sortie avec un Johnny Drip Drip très over hein, quand même auprès du public, hein, donc avec ses chants Johnny Drip Drip, ça m'a surpris. Ricochet, Nakamura et même Biggie, hein, je les ai trouvés ils m'ont paru un peu plus discrets que les autres en dépit des gros spots de Ricochet, mais en dehors de ça, je l'ai pas vu tant que ça. Biggie et Nikki Ash, on peut dire, hein, les deux vainqueurs, auront finalement tous les deux gagné sans avoir été très présents dans leur match. Hein, c'est un peu ce qu'on peut dire. On aura tout de même on aura quand même eu au début du match un face-off intéressant entre Drew McIntyre et Biggie, qui a plutôt bien fait réagir la foule, hein, à l'image des face-off qu'on peut avoir, les face-off un peu frais, un peu improbables, un peu nouveaux qu'on peut avoir pendant les Royal Rumble quoi, hein. Ça m'a un peu fait penser à ça, puis ça fait réagir la foule, donc c'était pas mal. Biggie a d'ailleurs encore failli se faire très très mal sur son fameux spear suicidaire à travers les cordes sur Drew McIntyre, il m'a encore fait très peur. Bref, le match était super, et probablement l'un des meilleurs, voire peut-être, ça c'est à débattre, le meilleur Money in the Bank ladder match de tous les temps, même si moi je les ai pas tous vus, mais il trônera sûrement parmi les tout meilleurs. Ça, c'est clair et net. Et bah, la note va être très élevée. Je donne un 4,5. 4,5 pour ce match. C'était super. Le match de la soirée. Et ce sera un candidat très sérieux au Match of the Year à la VVE. Hein. Bravo les mecs, quoi. Vous avez vraiment bien assuré. Et le match aussi a le mérite, justement, contrairement aux filles, de paraître moins chorégraphié que chez les filles, justement. Les filles, ça semblait un peu scolaire. Ah, on se prépare. Ah, attention, je t'attends. Allez, viens sur moi. Vous voyez ce genre de choses, alors que les mecs, c'était beaucoup plus fluide. Donc, avec un côté chorégraphié qui était moins présent. Voilà. C'est un peu là aussi la différence. Et aussi, ça contribue à la bonne qualité de ce match. Et on va passer tout de suite au main event. Roman Reigns, le Tribal Chief, le Head of the Table, contre Edge pour le Blue Universal Championship. Alors à noter quand même avant le match un segment avec Rollins, interviewé backstage juste après son match, hein, donc il est en train de se vendre encore un peu ses côtes hein, suite au big ending qu'il a pris depuis l'échelle, et il est toujours énervé hein, de ne pas s'être fait accorder un match de championnat pour le titre universel, et notamment il rappelle que c'est Edge qui lui a volé cette opportunité, et du coup il dit change. Il parle de changement. Il dit faut que je change de plan là, faut que je change de stratégie là, et il dit que quiconque sortira champion universel ce soir, il n'attendra pas, il sera le prochain challenger, tout simplement. Voilà, qui que ce soit. Donc il y a belle pop hein, pour Edge, hein, pour son entrée, à l'image du dernier SmackDown. Hein, c'était vraiment une belle pop et ça faisait plaisir d'entendre le public comme ça. Pas fan en revanche du Reigns 3D là qui fait ouah là, le Reigns 3D un peu dégueulasse là. Voilà, au niveau du design, j'ai trouvé ça pas terrible. Le match, la durée, 33 minutes 11. 33 minutes 11. Une durée New Japan pour ce main event. C'est trop. C'est trop. Enfin, on en reparlera. Le résultat, Roman Reigns s'impose sur un spear suite à une distraction de Rollins sur Edge. Alors que Edge s'apprêtait à porter justement lui-même un spear. Pas de surprise par rapport à mon pronostic, hein. J'avais même évoqué ce qui allait se passer, à savoir les interventions des Usos, des Mysterio et de Rollins bien entendu. Donc j'avais même alors je l'avais pas dit dans ma vidéo prono, mais j'ai aussi pensé le bum d'arbitre, puisque c'est quand même un match qui est annoncé comme un match normal, donc pas de le DQ est interdit, hein. Donc c'est un match normal, donc vu qu'on nous avait quand même le coup du crossface là avec le barreau de chaise qui a quand même été beaucoup narré dans le build-up de ce match, je me suis dit qu'on allait sûrement nous faire un rappel à ça. Et pour faire ça, avec le barreau de chaise et étant donné que c'était un match normal, il fallait forcément, on va dire, évacuer l'arbitre. Et c'est ce qui s'est passé avec un bun d'arbitre de Charles Robinson pour permettre ce spot qui a été fait par Reigns et aussi par Edge. Mais que Rollins intervienne, c'est logique, hein, et prévisible. Mais j'ai pas bien compris pourquoi il s'en est pris qu'à Edge, alors que dans sa promo dont je vous parlais, il disait qu'il challengerait justement
le prochain champion, quel qu'il soit. Donc la feud naissante est certes entre Edge et Rollins, hein, on l'a bien vu venir, mais à ce moment-là, soit c'est pas la peine de nous montrer cette promo de Rollins, ou soit ils la maintiennent, mais que Rollins change de discours et ils disent carrément, montre uniquement sa rancœur envers Edge, tout simplement, et pour ensuite que ça soit logique qu'il attaque Edge uniquement, voilà, et non pas en étant, comme il l'a montré là, dans une posture un peu neutre du challenger, prêt à prendre n'importe quel champion, même Roman Reigns, parce qu'il l'a pas du tout attaqué Roman Reigns, hein, il s'en foutait. Donc pour que ses actes soient en cohérence avec ses propos, il aurait fallu qu'il attaque Edge, mais aussi Reigns, et non pas seulement Edge. Voilà ce qui m'a un peu posé problème, quoi. Et même après le match, d'ailleurs, même après le match, une fois que Reigns avait gagné, Rollins, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a continué son assaut sur Edge, qui n'est pourtant pas le champion. Donc ça la confirme donc que sa promo backstage ne valait rien. Alors on va mettre ça sur le compte du heel, hein, voilà, c'est Rollins, quoi. Il a agi en pur heel, et que en fait sa seule cible, c'était Edge et rien d'autre. C'était pas qu'une question de titre, mais surtout le fait que Edge lui ait volé son opportunité. C'était ça qu'il fallait comprendre, mais c'est vrai que entre les paroles et les actes, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un décalage. Mais en soi, hein, que Rollins attaque Edge était 100 fois prévisible, et on nous build leur match pour SummerSlam qui maintenant ne fait aucun doute, c'est évident, et le build-up est quand même assez solide, au moins ça se mérite là, mais c'est vrai qu'au niveau suspense, on repassera, hein, parce qu'évidemment, ça fait quand même un petit moment qu'on sentait le coup venir. Quant au match en lui-même, hein, on va dire plus l'évaluation, c'est un match qui malheureusement confirme la raison pour laquelle c'était une bonne idée, je pense, d'ajouter Daniel Bryan à Mania dans un triple threat, hein, puisque à la base, justement, à Mania, ça aurait dû être un Edge Reigns. Et à l'époque, j'étais inquiet, hein, à l'idée d'un Reigns Edge, notamment par rapport au rythme. Et là, vu qu'on a eu le match, hein, au Money in the Bank, mes doutes se sont confirmés. J'ai eu raison d'avoir peur, puisque j'ai fait dodo pendant les 3/4 du match. Voilà, j'ai fait un bon gros dodo, un rythme très lent, des restalls interminables, deux hommes qui marchent tranquillement, qui prennent bien leur temps, qui vont à l'économie pour finalement se préserver, hein, pour les dernières minutes, qui pour le coup seront bien meilleurs et bien plus animés à partir à peu près du spear de Reigns contre la barricade là, lorsque Edge esquive, sauf que ce moment-là correspond à peu près aux 8 dernières minutes du match, sur 33 au total, 8 sur 33. Le match est clairement trop long, et même si on en a l'habitude avec Reigns désormais, on connaît les limites physiques de Edge à son âge et de Reigns au vu de sa santé, mais j'aurais vraiment préféré que la mise en route soit bien plus brève afin d'en arriver aux 8 bonnes minutes qu'on aurait eu à la fin. Je comprends très bien le travail au bras, Edge qui essaie de préparer petit à petit son crossface, Reigns qui part à l'extérieur, conseillé par Eman, le changement de stratégie, un peu comme un combat de boxe, hein, avec le manager qui va lui prodiguer quelques conseils, et on va changer de stratégie. Mais tout ça, ça a mis énormément de temps, ça aurait pu être raconté sur un vrai condensé, quoi. Et ils se sont vraiment étalés, vraiment complètement étalés sur la longueur, pour nous raconter tout ça, quoi. C'était vraiment très dispensable, je pense. Il y a un bump, alors oui, donc le bump d'arbitre, hein, le ref bump hyper exagéré de la part de Charles Robinson, qui va vendre son genou donc suite à un Superman Punch de Reigns sur Edge, qui va lui-même retomber sur le genou de l'arbitre. Bon, c'était vraiment too much, le selling de l'arbitre. La partie entre les Usos et les Mysterio a le mérite d'être courte, hein, mais elle était aussi prévisible, consécutive à ce bump d'arbitre. Ça aussi, c'est vraiment tout un scénario que j'avais aussi en tête, donc pour moi c'est logique, rien à critiquer là-dessus. Le coup classique, hein, mais toujours aussi idiot que je trouve, c'est quand il y a un bump d'arbitre à chaque fois, c'est de voir quand même un lutteur tenter un tombé, alors qu'il n'y a pas d'arbitre. On a vu le coup, par exemple, je prends à Stand Oliver, au takeover entre Cole et O'Reilly. Pareil, il n'y a pas d'arbitre, mais on tente le tomber. C'est stupide.
Donc oui, bah, évidemment, vu que Edge était de toute façon voué à perdre, il fallait donc trouver une fin qui le protège dans la défaite. C'est ce qui a été fait ici, et ça a été, on va dire, plutôt bien fait, afin de continuer le build-up vers SummerSlam entre Rollins et Edge. Voilà. La notation du match, elle est pas si évidente que ça, car je trouve qu'on nous a raconté vraiment deux matchs, hein. Il y a eu deux matchs dans le match. Je ne suis pas un fan des constructions de match de Reigns qui sont très mises en scène, très portées vers le storytelling et le body language, avec un temps de pur catch relativement limité. Hein, on prend bien son temps, hein, toujours pareil par rapport à la santé de Reigns. Et donc comme souvent avec les matchs de Reigns, ce match aurait gagné à être bien plus court, autour des 15-20 minutes, ce qui aurait rendu le match bien plus digeste et plus dynamique. C'est ça que je déplore. Et c'est surtout donc la mise en jambe que j'ai trouvé pénible à suivre, vraiment pénible. Tu pouvais même regarder ton portable en même temps et revenir plus tard. T'avais pas l'impression que les deux lutteurs avaient véritablement évolué ou changé de prise durant le match, quoi. On restait vraiment sur la même chose. Je pense notamment un collier de tête au sol de la part de Reigns sur Edge qui était, il m'a paru interminable quoi. La note, bah du coup, elle va pas paraître élevée. Je pense que je crois beaucoup de gens ont aimé le match, mais moi j'ai donné qu'un 3, un petit 3, et qui va essentiellement porter sur l'emballage final, on va dire, les 8 à 10 dernières minutes, et la dramaturgie qui va avec, le bum d'arbitre, et les interventions un peu extérieures, les Usos, Mysterio, Rollins qui tente d'intervenir, voilà, et donc un peu de dramaturgie. Mais voilà, pour moi, il y a que ça qui m'a plu. Mais toute la préparation, là, les 25 minutes de préparation, c'était trop long. Et là, ça m'a endormi. Voilà, et cette partie-là, je ne l'ai pas aimée. Donc, je ne peux mettre que 3. Je peux pas aller plus haut, quoi. Je suis désolé. Certains vont mettre peut-être un 4, un 4,5, mais moi, je peux pas mettre autant que ça. Allez, et évidemment, vu qu'aucun grand retour n'avait encore eu lieu dans ce show, hein, même pas de Becky Lynch, hein, même pas que Brock Lesnar, mettre ce match en main event, hein, était finalement justifié, hein, on comprenait mieux pourquoi, non pas parce qu'il y avait un cash-in à suivre, mais ce qui aurait pu avoir lieu d'ailleurs, hein, vu l'état quand même des deux hommes à la fin, mais notamment de Reigns, mais John Cena, donc, dont le nom circulait comme potentielle arrivée surprise, et qui donc vient interrompre une promo de Reigns, qui était venu simplement dire que le monde entier peut désormais le reconnaître. Et donc là, la musique de Reigns, énorme pop, hein, évidemment. Ça faisait quand même plaisir de le revoir, après plus d'un an, hein, une longue absence, hein, qui a l'avantage de créer un manque, hein, c'est comme ça que ça se passe en général, et le public a bien réagi à ce retour. Maintenant, bon, Cena n'a affiché aucune ambition manifeste donc envers le titre de Reigns, hein, il a rien dit d'ailleurs. Il lui a juste fait avec sa main un You Can See Me, et le show s'est arrêté comme ça. Et il a fallu quand même regarder des vidéos exclusives sur le network, hein, que j'ai regardé pour en savoir davantage sur les intentions de Cena. Il a bien dit, il avait dit d'ailleurs, il a fait une promo sur le ring pour dire aux fans évidemment qu'il lui manquait. Et dans une promo backstage, il a carrément donné rendez-vous aux fans, donc ce soir, à Monday Night Raw, pour connaître ses intentions. Ce qui peut donc aussi teaser éventuellement un Lashley Cena à SummerSlam, même si l'ombre de Goldberg plane, évidemment, on est obligé d'y penser. Donc, est-ce que ça va être Goldberg, Lashley et Reigns, Cena pour SummerSlam? À voir. Il y a toujours cette histoire de tournage, hein, en Europe pour Cena au mois d'août. Donc peut-être qu'il va y avoir un planning aménagé. Comme visiblement il n'a pas un rôle énorme, donc peut-être que ça va lui permettre quand même d'aller à SummerSlam. Mais peut-être que pour le build-up du match, il ne sera pas forcément très présent. C'est un peu ça qui me pose problème. Ça, on verra bien. On en parlera de toute façon pour la vidéo pronostic de SummerSlam, lorsque je vous parlerai un peu de la construction et des contextes. Voilà, on va passer donc maintenant au bilan de ce Money in the Bank. Donc, comme je l'ai titré dans ma vignette, Johnny in the Bank. Voilà, j'ai pas pris trop de risques, j'ai pris un petit jeu de mots débile. Non, voilà, pour être plus sérieux, c'est un show, on va dire. Je trouve qu'il faut faire attention dans son évaluation, parce que j'ai vu plusieurs avis déjà, et j'en ai vu qui étaient assez, on va dire, élogieux, et beaucoup de gens ont aimé le show. Maintenant, moi, j'essaye d'émettre quand même quelques
quelques critiques, de mettre quelques bémols, parce que je pense que le fait que le public soit de retour a aussi, peut-être pour pas mal de gens, joué dans l'évaluation, et peut-être que les gens ont aimé aussi le show parce que le public était là, et était quand même plutôt au rendez-vous, parce que Cena a été de retour à la fin aussi, parce qu'on a eu un très bon, même un excellent Money in the Bank masculin, parce qu'on a eu un très bon aussi Charlotte contre Ripley. Je suis d'accord au niveau de tout ça, mais il y a aussi des gens qui ont aimé le main event, et il y en a qui vont peut-être aussi avoir trouvé le squash ou le quasi squash de Lashley efficace, c'était très bien, nanana. Même le AJ Styles Homo, ils auront passé un bon moment. Et donc du coup, les gens ils vont dire oh c'est un show 4 étoiles, c'est 4 étoiles et demie. Non, soyons sérieux. Moi je suis beaucoup plus mesuré. Est-ce que c'était un mauvais show? Non, absolument pas. Ce n'était pas un mauvais show. Est-ce que c'était un très bon show? Non, je ne pourrais pas non plus dire que c'était un très bon show. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'était un bon show? Je le pense davantage. Donc je me positionnerais, à dire, plus entre le correct, entre le moyen, je serais plus sur du moyen plus, du correct, show très, très acceptable, très, très décent, un assez bon show, qui est quand même recommandable, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses, de très bonnes choses même, donc avec ce milieu de show que j'ai trouvé particulièrement efficace et de qualité, donc l'enchaînement là, Ripley, Flair et le Money in the Bank masculin, ça c'était super. Malheureusement j'aurais bien aimé que le troisième match d'affilée, c'est-à-dire le main event, qu'on ait 3 matchs d'affilée qui soient tous de qualité, et là on aurait dit avec Cena derrière, pof, alors là vous finissez le show en apothéose, et là vous faites un enchaînement de folie, et là oui bah le match, le show, là on peut dire que c'est vraiment un très bon show à ce moment-là. Mais malheureusement le main event pour moi il n'a pas répondu à mes attentes. Il était très floppy et c'était mon problème, c'était mes craintes. Donc on a un peu un show, on va dire un peu qui monte une espèce de cloche finalement, hein, qui suit une loi normale. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de stats, c'est un peu une loi normale finalement ce show. C'est-à-dire qu'on commence un peu platement, de façon un peu moyennasse, avec le Money in the Bank féminin, le tag d'Euro, voilà, qui était vraiment très oubliable. Et le match pardon, le Lashley Kofi, voilà, qui c'est très, très vite oubliable aussi. Donc là bon bah la première moitié on se dit bon ouais c'est pas fantastique hein. Et puis bon bah là il y a ces 2 gros matchs qui sont vraiment le pic du show, et puis on retombe avec ce très très long, trop long main event qui moi m'a endormi. Heureusement donc comme je vous disais qu'il y a eu cet emballage, donc ces 10 dernières minutes qui étaient plutôt de bonne qualité. Là pour le coup je suis d'accord, mais malheureusement sur 33 minutes de match, il ne faut pas occulter on va dire les 25 minutes, les 25 premières minutes qui étaient bien longues dans la mise en place, et ça plaira à certains. Moi j'ai eu un peu plus de mal, et bon bah Cena c'est bien hein, évidemment pour la pop, pour finir le show on va dire sur le smile. J'ai eu l'impression que le public était aussi très, j'irais, très indulgent, très gentillet, très bisounours. J'ai l'impression que le fait qu'il soit de retour, les a un peu apaisés. Je les ai trouvés très apaisés. Parce que bon, les We Want Becky, c'est pas méchant de dire We Want Becky. Et même, il y a des heels qui étaient acclamés. Il y a eu pas mal de pop finalement. Le public a bien réagi, mais ils n'ont jamais été très méchants. Parce que je suis sûr que si on avait été dans une ère, on va dire normale, hein, sans pandémie, rien, avec un show en public normal, je suis quasiment certain que le public n'aurait pas aussi bien réagi, notamment je pense au ladder match féminin, et également justement le main event. Je suis prêt à parier que pour le main event on aurait eu pas mal de chants boring, ce genre de trucs qu'on a pu voir notamment entre Reigns et Triple H par exemple à WrestleMania, ce genre de choses. Je pense que le public en aurait peut-être un peu ras-le-bol, même pour Drew McIntyre, hein, parce qu'on sent que ça commence un petit peu à décliner. Je pense qu'il aurait été peut-être davantage hué si on avait été dans une ère normale. Là, il a été plutôt bien traité, avec un 3-2-1 qui a été très très bien amené par le public. Donc j'ai trouvé le public assez gentillet, et je pense que d'ici quelques temps, il va falloir voir ça,
attention parce que le public pourrait tout à fait redevenir un peu comme avant, hein, le châssis naturel revient au galop, et cette fois-ci être bien plus exigeant, et cette fois-ci n'hésitera pas à taper lorsqu'il faudra taper, et ça pourra faire très très mal. Là pour l'instant, c'était plutôt posé, tranquille. Je pense qu'il y a plus la satisfaction de revenir dans les salles qui, je pense, l'a emporté. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'ambiance générale et qui fait que du coup on a eu une ambiance qui était bien, mais y a rien, il n'y a pas eu de chant très très hostile, hein, il faut le dire. Mais en tout cas voilà, en tout cas bravo aux deux filles, à Ripley et à Charlotte pour avoir retourné quand même le côté We Want Becky, voilà, qui fait un peu fanboy, pour reconcentrer le public, le recentrer vers ce qui se passait sur le ring. Et ça, elles l'ont très bien fait. Voilà, donc un show qui est quand même très correct. La note, j'ai hésité entre 3 et 3,25. Je vais lui donner quand même un 3,25 parce que il y a eu quand même des matchs marquants. Le retour du public, plus John Cena à la fin, du Star Power, hein, donc quand même il y en a eu pas mal. Pas trop malheureusement pas trop sur le ladder match féminin, mais sur le reste, on avait quand même une carte qui était quand même assez belle de manière générale. Et puis sur la fin, ouais, on a quand même eu du gros Star Power on est lancé déjà sur SummerSlam avec une carte qui va sûrement être très très bankable. Ça va, il va y avoir des gros noms. Je pense que là, ça va être très bling bling, hein, la carte. Hein, on va annoncer les plus grosses stars vont être là, à mon avis, pour SummerSlam. En tout cas, le plus de stars possible. On en prend en tout cas le chemin et on en parlera le mois prochain, donc à la mi-août, hein, à peu près. Pour le 21, puisque c'est le pay-per-view, le SummerSlam, ce sera le samedi, hein, ce sera un samedi, le 21 août, à Las Vegas. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la grande review de Money in the Bank. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie pour la centaine de vues sur ma vidéo prono. Ça fait plaisir. Je suis content quand elle dépasse la barre des 100. Mes amitiés à tout le monde, hein, comme d'habitude. Je ne vais pas les citer pour pas trop perdre de temps. Mais vous reconnaîtrez. Ce sont toujours les mêmes personnes. Je vous invite bien sûr à liker au plus grand nombre ma vidéo, juste pour me soutenir et pour ma visibilité, c'est très important et c'est gratuit et c'est très rapide, et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et si vous aimez le catch, les pronostics, les explications, les détails et les analyses. On se retrouve donc le mois prochain pour les pronostics de SummerSlam. Ça va être chaud, hein. Là en plus il y a évidemment un gros Raw peut-être qui va s'annoncer cette nuit, donc il y a quand même un peu de hype. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous vacciner, c'est très important pour tout le monde, et bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo. Ciao tous.